c'est un honneur pour moi d'avoir été invité à prendre la parole ici. Les professeurs sont une des clés essentielles, une des ressources essentielles du bon fonctionnement d'une université, de sa qualité. Donc, c'est important. Le travail que vous faites, c'est quelque chose qui, pour moi, est tout à fait remarquable à l'intérieur des institutions québécoises. J'ai choisi 4 thèmes pour cette présentation à partir de discussions que j'ai eues avec M. Lafortune par courriel au cours de l'été. Ça m'a amené à cibler. Alors, je vais revenir sous un angle un petit peu différent aux ressources accessibles pour la recherche. C'est quelque chose d'important. Traiter de la part du privé dans le financement et des aspects de la commercialisation ou de la valorisation de la recherche. Les politiques scientifiques, technologiques, l'innovation et l'orientation de la recherche, puis aussi la question des demandes de subventions et les taux de réussite. À l'intérieur de ça, je voudrais pointer sur certaines des conditions cruciales d'exercice de la recherche qui représentent des enjeux, c'est-à-dire des dimensions à propos duquel on pourrait imaginer des réclamations à faire et des mobilisations à développer. J'ai utilisé beaucoup de statistiques et de données. Je ne donne pas toutes les sources, mais si vous voulez les avoir, je pourrais vous les donner. Certaines sources sont sur les tableaux, d'autres sont des éléments que j'ai glanés à gauche et à droite. Donc, quiconque voudra les sources me les demandera, ça me fera un plaisir de les donner. Alors, quant au premier thème, c'est celui-ci, donc les tendances aux ressources, les tendances quant aux ressources accessibles pour la recherche. D'abord, vous voyez la dépense intramuros, ça veut dire dépenses intramuros en recherche au Canada. Ça a été mentionné un peu par Rémi Quirion ce matin. On voit que c'est en baisse, aussi bien au Canada qu'au Québec depuis 2000. C'est pire au Canada, vous voyez 1,55 en 2014, au Québec 2,27 en 2012. Et il y a aussi cet élément qui est tout à fait important au plan international. Le Canada est le seul pays de l'OCDE qui, entre 2005 et 2010, a présenté une croissance négative de ses investissements en recherche au global. On est le seul pays de l'OCDE à l'avoir fait. J'ai regardé aussi les dépenses intramuros du secteur de l'enseignement supérieur, ce qu'on appelle la DIRDES en pourcentage du PIB. Ce qui est très important ici à retenir, c'est que ce sont des données de Statistique Canada et de l'Institut de statistique du Québec en fonction de comment sont établies les dépenses totales en enseignement supérieur au niveau de la recherche. Alors, d'abord, ce que vous voyez, c'est qu'il a pu y avoir, bon an, mal an, un montant, des montants qui ont pu augmenter quelque peu, mais si on ramène tout ça par rapport au PIB, on voit que c'est la stabilité nette. Canada, c'est de l'ordre de 68, 67, 67, bon, un tout léger déclin. En ce qui a trait au Québec, ça se maintient, c'est 0,91, 0,89, 0,91 du PIB. L'Ontario, c'est la seule province de celles que j'ai choisies où cet indicateur est en augmentation. Maintenant, quand on regarde au plan international, on a, en ce qui a trait à l'augmentation donc, des dépenses en enseignement supérieur pour la recherche, une augmentation très modeste. Vous voyez, le Canada est tout à fait au bout ici, de 5 sur cette période-là, alors que la moyenne de l'OCDE est ici autour de 20 et vous avez tous ces pays-là de l'OCDE qui ont investi beaucoup plus que nous. Ce qui veut dire que nous ne sommes pas en période de croissance de données pour ce qui est de la recherche en enseignement supérieur. Maintenant, ce qui est important à retenir, c'est que les statistiques nationales identifient plusieurs sources de financement pour la recherche. Et c'est ce qu'on appelle, dans le fond, la structure du financement de l'enseignement supérieur, à l'intérieur de laquelle structure on reconnaît différents contributeurs. Alors, dans les contributeurs, là, vous les voyez, l'administration fédérale, l'administration provinciale, les entreprises commerciales, l'enseignement supérieur, puis les organismes sans but lucratif et les données qui viennent de l'étranger. Alors, ce qui est important ici à retenir, c'est qu'on voit une baisse nette au Canada de l'impact du financement fédéral. On voit que sur cette période-là, ça diminue.
On voit qu'au niveau provincial, ça diminue aussi les investissements à la recherche en milieu universitaire, ce qui n'est pas tout à fait le cas au Québec, qui revient en fin de période à quelque chose qui était sa position plus ou moins en 2004, après avoir connu des moments plus importants. Ce qui est important, c'est ceci. Les investissements en recherche des universités sont fort importants parce que c'est la partie du salaire des profs qui va à la recherche, des infrastructures technologiques, de bibliothèques, etc. Or, au Québec, il y a eu un creux majeur en 2009, 2010, 2011 parce que les universités, en fait, investissent à la recherche à partir des subventions de fonctionnement des universités, leur part pour ce qui est de leur part à la contribution de la recherche. Et donc, il y a ce creux, et après ce creux, on revient à des positions qui étaient celles du début de la période. Comme il y a eu de nouvelles coupures récemment, bien, probablement qu'on est aussi encore en position excessivement délicate. Donc, ma conclusion sur ce point, c'est que la question des ressources accessibles pour la recherche et la recherche fondamentale demeure un enjeu de l'heure tout à fait important. C'est vraiment une dimension fort importante. La recherche et les formations universitaires, en fait, sont des biens publics. Là, les économistes peuvent me chipoter sa notion de bien public. Je l'utilise de manière très large. Ce sont des biens collectifs. Et en tant que tels, en fait, ils nécessitent, de la part des gouvernements, des investissements étatiques en quantité et en qualité suffisante. C'est là un thème qu'on a développé dans un bouquin récent, là, Lacroix et moi, sur les grandes universités de recherche, institutions autonomes dans un environnement concurrentiel qui est paru aux presses de l'Université de Montréal en 2015. Un meilleur support financier pour la recherche universitaire, tant au Canada qu'au Québec, devient donc un enjeu de l'heure pour quiconque s'intéresse aux conditions de réalisation de la recherche. C'est tout à fait fondamental. Et au Québec, dans un contexte de contraintes financières et de sous-financement constant des universités, on a aussi le problème que la baisse dans les ressources pour le fonctionnement des universités, puisque les universités financent à 45 % la recherche qui est faite dans les universités. Donc, cette baisse-là, au niveau du financement et du fonctionnement, a aussi un impact très négatif sur le fonctionnement de la recherche universitaire. Donc, il ne faut pas oublier qu'il y a deux robinets qui se sont comme coincés et qui font qu'ensemble, leur effet font que nous avons moins de ressources accessibles pour la recherche universitaire et la recherche en général au Canada. Mon deuxième thème, la part du financement privé, la part du privé dans le financement et la commercialisation de la recherche. C'est une problématique qui est trop souvent formulée en des termes extrêmes. C'est quelque chose que je voudrais être en mesure de démontrer à partir d'un certain nombre de données. C'est une problématique importante, mais il ne faut pas nécessairement la formuler en des termes extrêmes. D'abord, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une stabilité sur 10 ans de la part du financement de l'entreprise qui va en enseignement supérieur. On parle pour l'ensemble des ressources de l'enseignement supérieur de 8 %. Ce sont des données qui viennent de Statistique Canada et de l'Institut scientifique du Québec. Et dans le cas de l'Ontario, vous voyez que ça baisse. Pour ce qui est du Québec, c'est tout à fait stable. C'est un chiffre qui est différent de celui que vous avez présenté, Martin et Jules, ce matin, parce qu'ici, on parle, je crois, la différence existe en ceci, ici, on parle des fonds totaux, et si on prend que les fonds externes, étant donné que les universités financent pas loin de la moitié des fonds de recherche dans les universités, si on ne prend que les fonds externes, évidemment, on est à quelque chose entre 15, 16, 17 % des fonds externes qui viennent en milieu universitaire, qui viennent des entreprises commerciales. Alors, ce qui est important à reconnaître aussi, c'est que la part du privé dans le financement de la recherche universitaire, elle est au Canada relativement importante par rapport aux autres pays de l'OCDE. On est en fait le 6e pays de l'OCDE à cet égard-là. C'est un trait structurel qui a beaucoup à voir avec ceci. On sait que la recherche industrielle au Canada, elle a une faiblesse. C'est un trait historique qui est connu depuis longtemps et qui est, entre autres, dû au fait que les compagnies canadiennes
ce sont des succursales de compagnies mères qui, elles, font la recherche là où elles ont leur siège social. Et en général, c'est aux États-Unis pour plusieurs des instances industrielles canadiennes. Alors, il y a eu dans les dernières années, c'est sûr, des tentatives de commercialisation, de valorisation de la recherche dans les universités. Il y a des efforts considérables faits par les universités pour se doter de services spécifiques pour valoriser la recherche. L'idée étant ici, si on peut valoriser la recherche, il n'y a pas de raison que l'université et ses profs n'en tirent pas quelque chose. Il y a eu donc des efforts majeurs faits pour développer des services, puis aussi des politiques. Politique sur la propriété intellectuelle, politique pour gérer des conflits pour la recherche faite en partenariat et en coopérative. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand on regarde les nouvelles licences qui émanent du milieu universitaire, on voit qu'elles sont en baisse entre 2009 et 2011, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis, et que globalement parlant, quand on prend l'ensemble des retombées financières en 2011, qui sont de 59 millions, de 65 millions au Canada en général, ça représente à peu près une entrée de fonds par université d'1,5 million. Alors, ça veut dire qu'on ne va pas tirer là énormément de sous à partir des nouvelles licences que les universités mettent de l'avant. Une autre dimension importante, les universités ont développé des entreprises dérivées. C'était une des politiques qu'ils ont développées. Mais depuis le milieu des années 90, il y a une chute très, très forte dans le nombre d'entreprises dérivées qui ont été développées par les universités canadiennes. Et en gros, des données de Statistique Canada et du Conseil des académies du Canada établissent clairement, sur une période d'à peu près 10 ans, que les universités retirent en revenus les coûts que représentent leurs interventions pour la valorisation de la recherche. Grosso modo, on parle de 50 millions. Toutes les universités canadiennes investissent à peu près 50 millions dans des services, des politiques, etc., et retirent globalement autour de 50 millions. Donc, c'est quelque chose qui est en équilibre. Alors, ma conclusion, c'est un enjeu moins alarmant que la rumeur le veut. C'est aussi un thème qu'on a traité dans le bouquin dont je parlais tout à l'heure. Il y a une tendance structurelle, par ailleurs, qui est là dans les universités depuis déjà un bon nombre d'années, c'est-à-dire que le rôle de l'économie, le rôle de l'université dans l'économie, dans un contexte d'économie du savoir, est passé d'un rôle relativement indirect par la formation de la main-d'œuvre, à un rôle aussi en partie indirect et en partie direct par des transferts de connaissances vers des entreprises qui, après avoir eu les connaissances, faisaient des prototypes et la recherche-développement de manière plus précise, à quelque chose de fort important depuis un bon 15 ans, 10-15 ans, très fortement présent aux États-Unis, mais de plus en plus au Canada, le fait que maintenant, c'est la recherche fondamentale qui est brevetée. Et ça, c'était une évolution majeure dans le champ du milieu universitaire qui a poussé le rôle de l'université comme étant un rôle de plus en plus déterminant. Maintenant, c'est un endroit où on fait de la recherche qui va être brevetée directement. C'est notamment très présent dans le domaine des sciences biomédicales, d'où le fait que l'université, dans l'économie du savoir, a un rôle économique de plus en plus direct. Quant à la commercialisation, valorisation de la recherche universitaire, ça ne sera certes pas la poule aux œufs d'or. Beaucoup de gestionnaires universitaires ont pensé que ça allait faire beaucoup de fric et permettre de régler tous les problèmes financiers de la recherche. Les données que j'ai données antérieurement illustrent que c'était une erreur d'estimation. Ce n'est pas la poule aux œufs d'or, mais ce n'est pas demain que ça va le devenir. Les secteurs, par ailleurs, qui sont plus visés, parce que c'est une autre dimension, cet impact-là est tout à fait ciblé dans les universités. Produits pharmaceutiques, santé, sciences, médecine, santé, agriculture, génie, les services scientifiques et technologiques qui relèvent du génie et l'environnement. C'est dans ces secteurs-là, principalement, que l'on trouve ce genre d'impact en termes de valorisation de la recherche, et ce n'est donc pas, évidemment, tous les secteurs disciplinaires universitaires. Maintenant, ça demeure un enjeu à traiter avec vigilance sur le terrain même de la mission de l'université. C'est-à-dire qu'il faut être constamment aux aguets eu égard à ces questions de valorisation et de commercialisation, parce qu'une université, c'est faite pour faire de la formation et de la recherche, mais de la recherche et de la formation aussi, pas uniquement de la recherche. Et faire une recherche libre et fondamentale
pour l'avancement puis le transfert des connaissances et la formation de la relève par et en recherche. Dans toute la société, il y a une institution qui ne peut pas ne pas s'occuper d'utiliser la recherche pour faire la relève scientifique. C'est l'université. Et donc, c'est sur ce terrain-là qu'à un moment donné, il faut exercer la vigilance qu'il faut, dire oui, dire non à un certain nombre d'entrismes qui pourraient venir en termes de valorisation de la recherche. Voilà donc mon deuxième thème. Troisième, les politiques scientifiques, technologiques et d'innovation. J'utilise ces trois termes-là parce que maintenant, quand vous regardez les énoncés des politiques scientifiques, ça vient toujours ensemble. Ce ne sont plus que des politiques scientifiques et de technologie, c'est scientifique, technologie et innovation. En fait, tous les pays qui ont des politiques de sciences, technologie et innovation ont adopté l'approche des orientations ciblées de la recherche. Il n'y a presque pas, je ne pense pas qu'il existe un seul pays qui ne l'ait pas fait. Et donc, c'est là une tendance structurelle tout à fait importante. Au Canada, la politique scientifique que nous avons reconnaît 4 domaines prioritaires. Environnement, ressources naturelles et énergie, sciences, santé et vie, technologie de l'information et des communications. C'est déjà quelque chose de très global comme grand domaine, mais ce qui est aussi très important, c'est ce qu'on appelle à l'intérieur de cette politique-là des domaines dits sous-prioritaires. Par sous-prioritaire, on ne veut pas dire moins prioritaire, on veut dire en fait plus prioritaire. Dans le sens suivant du terme, il s'agit à l'intérieur de l'environnement de dire c'est des problèmes d'eau, sécurité qui sont importants. Donc, ce n'est pas tous les enjeux de l'environnement, ce sont ceux-là. Dans les sciences de la santé et de la vie, bien, il y a comme exemple de sous-priorité les neurosciences, génie biomédical, technologie médicale, et ainsi de suite. Donc, l'important dans l'approche canadienne des sciences et de la technologie, c'est la dimension sous-prioritaire, sous les domaines dits largement prioritaires. Je prends donc des exemples ici canadiens parce que j'ai eu plus de mal à travailler ça pour ce qui est du Québec, là. Mais voilà, ce que je veux illustrer, c'est qu'il y a un impact financier fort important de cette approche de recherche orientée et ciblée au plan des conseils subventionnaires canadiens. Vous avez là un tableau qui vient du Conseil de sciences et de technologies et d'innovation, où vous avez pour le CRSNG, les instituts et le CRSH, les domaines prioritaires. Alors, sur le milliard d'investissements, le CRSNG met les 2 tiers dans les domaines prioritaires. Et les instituts canadiens, 255 millions. Donc, le pourcentage, 64% des investissements du CRSNG vont en orientation ciblée, 27% pour les instituts canadiens, puis autour de 18% pour ce qui est du CRSH. Et les domaines non prioritaires, vous les voyez là. Maintenant, ce qui est aussi important, c'est la sous-priorité. Au niveau des sous-priorités, donc quand ça devient encore plus ciblé, les instituts canadiens de recherche en santé et le CRSNG dépensent la même somme. Donc, en fait, le CRSNG dépense à peu près 40% de son 666 000 dans quelque chose de très, très, très ciblé. Et pour ce qui est des instituts canadiens de recherche en santé, c'est le montant global de ce qu'ils disent mettre dans les domaines prioritaires. Alors, la conclusion. Ça, c'est un enjeu crucial et fondamental pour la recherche universitaire de la société d'aujourd'hui fondée sur le savoir. Ça, c'est l'enjeu, à mes yeux, le plus important. Et quant à moi, plus important que celui de la valorisation de la recherche. Parce que ça a un impact considérable sur le financement. Évidemment, orientation ciblée de la recherche, ça ne veut pas dire automatiquement des recherches à objets ciblés pointus, mais l'impact sur le financement est tout à fait majeur en ce qui a trait au financement de la recherche universitaire. Et donc là, je crois qu'il est important de reconnaître que la mission de l'université impose une défense et une promotion constante de la recherche curiosité, de la recherche découverte libre. Et ça, il faut faire ça auprès de l'opinion publique, auprès des gouvernements et auprès des conseils publics subventionnaires de la recherche universitaire. Et ce qui est important aussi à retenir, c'est que ce n'est pas vrai que c'est la recherche de qualité appliquée qui germe tout seul. Ce qui est fondamental à retenir, c'est que la recherche fondamentale
de qualité est le moteur clé pour aboutir à des applications de qualité de la recherche. C'est ça qui est le message clé à retenir. Je vais un peu plus vite, madame. Demande de subvention et taux de réussite, c'est une dimension fort préoccupante de la recherche universitaire. Ça, c'est à mes yeux tout à fait majeur. C'est une dimension rendue plus problématique dans un double contexte. D'abord, il y a une croissance des effectifs nationaux de 10 % de professeurs-chercheurs dans les années que vous voyez là, mais dans un contexte aussi, il n'y a pas de croissance réelle, voire il y a une décroissance du financement de la recherche universitaire. Donc, je regarde l'exemple des conseils subventionnaires québécois. Alors, si vous regardez le FRSQ, vous voyez chercheurs boursiers, ça baisse. Chercheurs boursiers cliniciens, ça baisse. Subventions à la recherche, c'est passé de 43 à 8 %. Il faut dire que les subventions à la recherche au FRSQ sont en phase d'être éliminées. Ils donnent beaucoup, beaucoup de sous au centre, au groupe et au réseau. Mais ça chute. Quand vous regardez le Fonds québécois Nature et Technologie, lui, il se défend relativement bien. Même, il réussit dans ces années-là à augmenter un peu ses taux de réussite. Dans le cas de Société et Culture, c'est vraiment une chute importante au niveau du programme des nouveaux professeurs-chercheurs et des équipes. Si on regarde le cas des conseils fédéraux, c'est encore pire. Conseils fédéraux, vous avez ici les Instituts canadiens de recherche en santé. Regardez la croissance des demandes cotées, 3,5 et plus, cotées, donc considérées valables. Ils en financent 25 % alors qu'ils en finançaient 53 %. Et puis, évidemment, vous avez une croissance considérable des demandes. Quand vous prenez le CRSNG, vous voyez, c'est le même phénomène. Les demandes augmentent, les taux baissent à la découverte, les subventions à la découverte, les outils et instruments, les demandes augmentent, les taux baissent. Projet stratégique, les demandes augmentent et les taux baissent. Et la situation au CRSH, elle est aussi très problématique. Quand vous prenez les subventions ordinaires de recherche, vous voyez ça tomber de 42 % à 27 %. Les subventions stratégiques, c'est plus compliqué à aller chercher. Maintenant, les taux de réussite qui baissent, c'est un problème majeur, mais il y a un phénomène caché derrière ça qui est très important. Est-ce que ça atteint toutes les générations de profs également, toutes les catégories de profs également? On peut se poser de très sérieuses questions. Et regardez ce tableau-là. Ça, c'est un tableau, c'est un indice. Malheureusement, je n'ai pas pu trouver d'informations équivalentes ailleurs. C'est un indice. En 2008-2009, 23 comités du CRSH qui donnent des subventions. Regardez les nouveaux chercheurs, 21 %, 37 pour les réguliers. Vous voyez 11, 47. Et au global, 23 % à 40 %. Donc, les nouveaux chercheurs ont un taux de réussite inférieur de la moitié à celui des chercheurs réguliers. Le problème qui est derrière ça, c'est la question de la relève scientifique, la vitalité du milieu. Si par nouveaux chercheurs, on veut dire chercheurs jeunes en carrière, vous voyez qu'on est dans une situation excessivement problématique. Un exemple à l'extérieur de chez nous qui montre ça à l'évidence, il s'agit de données du National Institute of Health aux États-Unis, et vous voyez ici la proportion des PI, donc les chercheurs principaux, de 36 ans et moins. La proportion de subventions qu'ils avaient au début des années 90, on parlait de quelque chose de 18 %, on est rendu à 3 %. Et ceux qui ont 64 ans et plus ont augmenté. Évidemment, ceux entre les deux vont chercher aussi beaucoup de sous. Bref, le problème qui est là, c'est que là, on a un enjeu aussi qui est vraiment crucial. On a un enjeu crucial parce qu'il faut viser à l'amélioration des taux de réussite des demandes de subventions, pas en réduisant l'évaluation par les pairs, pas en réduisant la compétition pour aller chercher des fonds de recherche, mais il faut effectivement faire un effort majeur de ce côté-là. Pourquoi? Parce qu'il faut consolider la relève scientifique en améliorant les conditions des chercheurs jeunes en carrière. Et pour ça, il faut aller bien au-delà des programmes et des initiatives de lancement et d'installation des nouveaux chercheurs. On les lance, on les installe, puis à un moment donné, il n'y a plus de ressources pour leur permettre de fonctionner dans la période de leur carrière où ils peuvent être effectivement très structurants pour le milieu.